Martine, une question sur les nationalisations. Absolument, parce que vous évoquez aussi la possibilité de nationaliser. Et là encore, ça nous ramène à 1981. Et l'expérience passée nous a appris que le capitalisme d'État n'était pas forcément ni plus vertueux, ni plus transformateur que le capitalisme privé. Donc à partir de ce moment-là, ça pose un peu toute la question de la propriété, de la gouvernance et de comment vous l'organisez. Est-ce que pour vous, la propriété publique et la propriété sociale, c'est la même chose ? Comment vous intégrez la question des communs, qui est maintenant une question qui est de plus en plus discutée par les citoyens, par les économistes, par la question des besoins, et comment vous intégrez les citoyens dans ce processus ? Alors, si vous les intégrez. Peut-être pour commencer et aussi, qu'est-ce qu'on nationalise précisément. Pour commencer par la fin de votre question, qui me paraît être le raisonnement le plus logique, sur les communs. Vous avez raison de dire que c'est en effet une question qui se discute de plus en plus. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a quand même, pendant cette campagne présidentielle, été l'un des rares à porter un discours fort sur plusieurs, ce que nous on appelle les biens communs, donc l'eau, l'air, les forêts, on peut décliner à l'envi. La proposition centrale et principale, c'est la proposition d'un référendum sur les biens communs qu'il faudra protéger et dont on devra inscrire la protection dans la Constitution pour que ce soit la règle fondamentale dont découlent toutes les autres. Ce référendum, ce qu'on a imaginé avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que les gens puissent choisir lesquels. Et de là, c'est pour ça que ça décline ensuite sur vos autres questions, il faudra prendre les mesures nécessaires ensuite de protection. Une des solutions qu'on a, c'est la création de pôles publics sur certains sujets. Parce qu'on pense, malgré tout, par l'expérience des privatisations partielles, si je prends le sujet de l'énergie par exemple, on voit ce que donne le projet Hercule, qui donc saucissonne EDF. En gros, tout ce qui rapporte plein d'argent, sur lequel l'État a mis beaucoup d'investissements dans les années passées, passe au privé. Et tout ce qui continue de coûter très cher et n'est pas très rentable, par contre, là reste dans le giron public. Pour faire un peu caricatural, mais vous m'accorderez la caricature. On pense que sur l'énergie, par exemple, un pôle public dont on a la maîtrise, ne serait-ce que pour avoir la péréquation tarifaire et faire en sorte que les gens qui sont très éloignés d'un lieu de production énergétique ou qui en sont très proches puissent payer la même chose et pas plus selon le lieu de l'habitation, ça nous semble nécessaire. Et ensuite, pour terminer peut-être rapidement, sur la question de la propriété collective. On a aussi tout un discours sur l'économie sociale et solidaire de manière générale, sur d'autres façons de faire entreprise et de gérer collectivement les entreprises, sur les SCOP, les SKIC, etc. Ces nouveaux modèles qui nous paraissent très intéressants et dont par ailleurs le nombre augmente sur le territoire français. C'est la plus forte croissance des modèles d'entreprise en proportion et qu'on encouragera évidemment parce qu'on pense que c'est plus vertueux que d'autres modèles. Juste sur votre pôle public d'énergie, c'est EDF plus Engie, c'est EDF plus Engie plus Total. Je ne sais pas, quel est le périmètre un petit peu que vous imagineriez donner à ce pôle public d'énergie? Il me semble que dans un pôle public de l'énergie, il doit y avoir forcément la dimension électricité et la dimension gaz. Ça me paraît... Et les éoliennes Pardon ? Et les éoliennes privées Mais attendez, on ne dit pas... Dire qu'il y a un pôle public de l'énergie ne veut pas dire que tout moyen de fabriquer d'énergie est nécessairement public. De la même manière que dans le programme, on défend l'idée d'un pôle public bancaire, on ne dit pas pour autant qu'on va nationaliser l'ensemble des banques. Donc on parle de pôle public. Juste pour que ça soit clair, le modèle économique qui est sous-jacent au programme L'Avenir en commun, c'est un modèle qui s'appuie sur 3 piliers, c'est assez classique. Il y a un secteur de l'économie privée qui continue à exister. Jusqu'à preuve du contraire, le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas la nationalisation de l'ensemble des moyens de production. Voilà. Bon. Deuxièmement, il y a une partie, et c'est plutôt les biens communs, de pôles publics et de propriété nationale étatique. Ça ne veut pas dire que les salariés,
Ça ne veut pas dire que les citoyens ne sont pas associés pour déterminer les politiques d'investissement, les politiques tarifaires. Et puis il y a une partie de l'économie coopérative, de l'économie sociale, de la propriété sociale qui doit effectivement monter en puissance. Voilà, et je pense que c'est quelque chose d'assez équilibré de dire ça. Et tout ça est organisé par ce qu'on a appelé la planification écologique. On va y passer. C'est-à-dire, et qu'a cette dimension démocratique. Voilà, c'est juste pour dire que bien évidemment, la participation des citoyens, la participation des usagers, il ne s'agit pas de reprendre un groupe qui va appliquer et qui va faire exactement la même chose qu'un grand groupe privé. Et ça veut dire une autre politique mieux pilotée que ce qu'elle peut l'être dans le Martine, pour transitionner vers l'écologie, justement. Voilà. Alors, dans votre programme, quand on le lit bien, il y a quand même une tension entre, d'un côté, la relance par la demande et de l'autre côté, l'instauration d'une société de sobriété. Qui sont à un moment, on se demande comment vous allez articuler les deux, en se disant, quand on veut la demande, à ce moment-là, est-ce que c'est compatible? Est-ce que la demande, c'est la même chose que les besoins? Qui est-ce qui définit les besoins? Comment vous articulez comme ça? Est-ce qu'à un moment, la pente naturelle de la politique traditionnelle vers la demande ne va pas l'emporter sur les changements de comportement que devrait induire une société de sobriété? Je pense pas, pour revenir au début de la conversation, ne serait-ce que de décider le blocage des prix de l'énergie. Est-ce qu'en même temps, quand vous décidez le blocage des prix d'énergie, est-ce que vous avez inclus une mesure qui dit faut peut-être aussi qu'on apprenne à consommer autrement l'énergie. Et donc comment vous articulez ça et comment vous conjuguez ça? En tout cas, moi je conteste pas cette tension, je pense qu'elle existe, c'est vrai, mais c'est une tension aujourd'hui dans notre société entre répondre à des besoins qui sont non satisfaits. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a 12 millions de personnes qui sont dans des situations de précarité énergétique, il y a 8 millions de personnes qui ont besoin de l'aide alimentaire pour vivre, donc il y a des besoins qui sont non satisfaits, donc il faut y répondre. Et en même temps, on a une épée de Damoclès qui descend malheureusement de plus en plus, qui est l'urgence climatique, l'urgence environnementale. Donc je pense que c'est vrai qu'il y a cette tension, enfin moi je la conteste pas. Je crois qu'on y répond à la fois par des politiques d'investissement, à la fois effectivement par des politiques de planification avec des objectifs chiffrés et forcément décroissants qui organisent en quelque sorte la sobriété. La sobriété, si vous voulez, elle peut pas être décrétée comme ça. Elle doit être organisée, elle doit être pilotée, elle est dans une échelle de temps qui n'est pas forcément la même que celle qui correspond à satisfaire aux besoins immédiats. Si vous dites aujourd'hui, moi je peux pas être d'accord, et je pense que Clément sera pas d'accord non plus, on peut pas être d'accord avec l'idée, il y a un problème sur le gaz et l'électricité, donc chauffez-vous moins. Parce que mais il y a déjà 12 millions de personnes qui ont du mal à juste bien se chauffer. Ça ne veut pas dire que dans une perspective de temps de moyen terme, il faut pas effectivement avoir des politiques de rénovation thermique des bâtiments. Ça ne veut pas dire que aujourd'hui je vais dire à des gens qui ont besoin de leur voiture pour aller bosser, le prix du carburant fait que vous pouvez pas vous en sortir, donc on va bloquer les prix. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas une réflexion sur comment on réorganise le territoire pour faire en sorte qu'on arrête la spécialisation des territoires et qu'on développe les transports en commun pour que les gens aient moins besoin d'utiliser leur voiture individuelle. Je pense qu'on peut faire les deux choses en même temps, c'est-à-dire satisfaire les besoins immédiats et en même temps se poser des angles, des objectifs, une planification pour faire en sorte d'aller dans une politique qui soit dans une Qui définit les besoins? Et juste pour compléter ce que dit Manu, le garant économique de ça, c'est aussi l'introduction de la règle verte comme règle supérieure. Règle verte, donc de notre programme, ne pas prendre davantage à la planète que ce qu'elle est en capacité de reconstituer, ne pas produire davantage de déchets ou excédents que ce qu'elle ne peut absorber. Ça, c'est quand même une règle, ça peut paraître un principe un peu abstrait, mais quand on le décline concrètement sur les industries, sur la façon dont on va planifier, Manu en a parlé, sur la façon dont on va organiser les services publics, l'accès à l'énergie, la façon dont on les logements, le transport, tout ça a des implications très concrètes. Et ce que vous dites touche aussi un sujet ou un concept dont on a discuté ces dernières années, qui peut être celui de la décroissance, sur lequel on a eu une réflexion théorique, sur laquelle on répond. Il y a des choses qui doivent croître parce qu'il y a des besoins qui sont non répondus. Et là, on revient aux besoins des plus précaires qui aujourd'hui ne sont absolument pas satisfaits. Et nous non plus, on ne s'en satisfait pas. Et il y a d'autres choses qui sont des besoins inutiles. On en a discuté avec Razmik Kecheyan qui travaille avec nous sur ces questions,
que là, on va arrêter de satisfaire et sur lesquels on va décroître. On va passer au programme écologique avec Jade. On rappelle les mesures essentielles. Très vite fait, une planification écologique avec des pôles publics de l'énergie. On a dit les transports et la santé. 200 milliards d'investissements écologiques et sociaux. 100% de renouvelables en 2050. Sortir du nucléaire, l'abandon de l'EPR, dont on parle beaucoup en ce moment, notamment Jade. Rénover les logements, au moins 700 000 par an. Et sur le plan agricole, sortir de l'agrobusiness et viser la souveraineté alimentaire. On va parler de tout, mais on va commencer avec Jade sur une question d'actualité, mais qui rejoint justement la question de l'énergie dont on a parlé à l'instant. Oui, donc on va être concret. Total en Russie. Donc Total a beaucoup d'activités et beaucoup d'intérêts en Russie. Or, ces dernières semaines, depuis le début de la guerre en Ukraine, les candidats à gauche, quasiment tous en France, se sont très clairement prononcés pour que Total se retire de ses activités en Russie. Yannick Jadot a vraiment engagé une sorte de bras de fer avec Patrick Pouyanné, le président de Total. Fabien Roussel, le communiste, a qualifié Total de profiteur de guerre. C'est quand même des mots assez forts. Anne Hidalgo, PS, a appelé la multinationale à quitter la Russie. Et Jean-Luc Mélenchon, lui, estime que le pétrolier n'a pas à se retirer de Russie. Pourquoi ? D'abord, notre position, pour être précise, et ça concerne Total comme les autres entreprises françaises en Russie, c'est l'idée qu'ils suspendent leur activité pendant la période de la guerre. Ça, c'est préciser la position qui est la nôtre. Pour quelle raison ? Parce que si c'est pas Total qui exploite les gisements en Russie, vous pensez qu'ils vont rester non exploités ? Enfin, je veux dire, je prends pas. Enfin, je veux dire, moi, j'ai. C'est l'appréhension, c'est de l'occupation de. Non, alors attendez, soyons précis. Premièrement, je sais pas si tu veux répondre, mais soyons précis. Premièrement, que nous pensions qu'il faille diminuer l'utilisation d'énergie carbonée. C'est une évidence. Donc il faut le faire, et y compris la proposition qui est la nôtre, c'est d'aller sur le 100% d'énergie renouvelable d'ici en 2050. Deuxièmement, que Total génère des profits qui sont des profits insupportables quand dans le même temps vous avez un paquet de gens qui sont dans la difficulté énergétique, etc. C'est une évidence. Troisièmement, que Total mène partout dans le monde des projets qui sont parfois inacceptables et insupportables, avec le mépris des populations civiles qui détruisent l'environnement et la planète, c'est une évidence. Une fois ceci dit, il y a la question spécifique de l'Ukraine. Premièrement, est-ce qu'il faut faire un embargo sur le gaz ou l'énergie ? Je parle de tous les sujets, au moins. Excusez-moi, la question c'était, pardon. Je voulais répondre à ça, mais ok, c'est pas grave. Non, c'est pas ça. C'est Total en Russie. C'est pas sur le gaz ukrainien. C'est pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon n'appelle pas Total à cesser ses activités extractives en Russie. Mais c'est-à-dire, soyons précis, parce que j'ai dit qu'on était pour la suspension. Cesser ses activités, ce que demandent les autres candidats. Quitter la Russie, c'est ça ? Oui, alors je peux prolonger la... Non, mais c'est pour comprendre précisément. Je peux préciser la question si ça aide à cet échange. C'est que il y a l'enjeu là de la guerre en Ukraine, donc il y a tout l'enjeu de la contribution par les recettes tirées de cette exploitation d'hydrocarbures utilisées des recettes qui viennent abonder les ressources de l'État russe. Et donc là, il y a toute la problématique de la participation à une forme de complicité à des crimes de guerre. Ça, c'est notamment ce qui est porté par Yannick Jadot, ce qui est porté par les associations qui ont déposé un recours contre Total. Ça, là-dessus déjà, sur ce point-là, précisément de risque de contribution au financement de crimes de guerre en étant présent en Russie. Est-ce que là-dessus, vous considérez que Total peut continuer ses activités ou doit les cesser ? Je crois que j'ai répondu clairement. À partir du moment où vous suspendez vos activités, à partir de pendant la guerre. Bien sûr. Ok, mais une fois la guerre terminée, là c'est un autre sujet. Mais là, vous êtes en train de m'interroger sur la contribution due au fait que l'exploitation de Total, en gros, sert à financer la guerre. C'est le même État. D'accord, mais on va pas être en guerre. Oui, mais on va pas être en guerre avec les Russes pendant 200 ans, j'espère. Ok, donc vous limitez au moment de la guerre. Au moins, mais déjà on prend la décision immédiate pour répondre à la problématique que vous pointez, qu'on partage. Voilà. Après, ce qui se passe après la guerre, je ne sais pas, on verra en fonction de la paix. Pour préciser la question, et je vous passe tout de suite la parole, c'est que ce n'est pas qu'une question conjoncturelle liée à la guerre en Ukraine, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les activités de Total en Russie, Total développe l'exploitation de l'Arctique russe, donc la zone arctique, qui est une zone essentielle aux biens
bien-être n'est pas le terme, mais à la protection du climat, de la biodiversité, de la cryosphère. Enfin, c'est une zone fragile, indispensable à l'humanité. Or, dans cette zone donc menacée par ces énormes forages d'hydrocarbures, Total développe l'exploitation de ce qu'on appelle le gaz naturel liquéfié, donc le GNL. Et donc pour les personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas des spécialistes en énergie, qui sont la plupart des personnes, c'est une énergie donc du gaz liquide dont le processus d'extraction est extrêmement énergivore, donc extrêmement émetteur de CO2, donc contributeur au changement climatique. Et par ailleurs, c'est un hydrocarbure. Et donc, du coup, lui aussi, dans l'acte de combustion, émet du CO2. Tout ça pour dire qu'il y a des estimations assez sérieuses qui considèrent que ce gaz liquéfié émet encore plus de CO2 que le charbon, qui est quand même unanimement considéré comme étant l'énergie qu'il ne faut plus du tout utiliser aujourd'hui face au changement climatique. Donc ma question n'est pas que conjoncturelle, elle concerne aussi ces activités-là de Total. Pourquoi est-ce que vous n'appelez pas à ce que Total cesse ses activités en Russie ? Bon, premier point, pour récapituler, je pense que Manuel a répondu relativement clairement. Il y a le contexte aujourd'hui, au temps T, de la période du conflit ukrainien. Ok, ça, vous avez été clair. Voilà. Ensuite, ce qu'on espère, c'est le 24 avril avoir pu accéder au pouvoir tout de même. Mais donc on fait de quoi de Total et du coup, ensuite, on applique notre programme. Donc nous, 100% renouvelables d'ici à 2045. Ça veut dire de fait que les pratiques les plus polluantes, on les condamnera. Et c'est une évidence. Il faudra mener des bras de fer avec les entreprises qui les mènent. Je reviens un tout petit peu en arrière quand même, parce que vous opposez plusieurs prises de position qui ont été faites. Que disent ceux qui condamnent absolument Total en Russie sur l'utilisation de gaz de schiste provenant des États-Unis? Je veux dire, il y a des questions. Quand on pose ce type de questions énergétiques dans des périodes de conflits majeurs, ça pose des questions géopolitiques. Je pense que le sous-entendu était aussi le fait que pousser la Russie à avoir de plus en plus d'échanges commerciaux et énergétiques avec la Chine peut être un sujet qu'on questionne collectivement sur la façon dont on renforce des blocs géopolitiques qui existent. Et puis ensuite, la façon dont on choisit nos alternatives énergétiques, parce qu'on est dans cette situation où Macron n'a rien fait pendant 5 ans et où la seule chose qu'il nous propose, c'est 6 à 8 EPR de plus dans le pays, des mini-réacteurs partout, et on n'aura rien fait. C'est la situation dans laquelle lui nous a mis. Donc, mais vous, ce qui nous intéresse, c'est vous, ce que vous faites. Voilà, et 100% renouvelable d'ici à 2045. Ok, du coup, Total continue à forer son GNL, vous faites quoi? Vous les laissez? Vous les taxez plus, vous augmentez la contrainte sur eux, vous les nationalisez. Qu'est-ce qu'on fait en fait pour que ça s'arrête? La question de l'ISF avec une composante climatique, donc les investissements les plus polluants et notamment à l'étranger sur lesquels il faut mettre de la taxation. Serait davantage taxé. On rappelle que Total a dégagé 14 milliards des profits records d'euros. Malheureusement, ils ont battu les records à peu près tous les ans. Mais là, c'est vraiment spectaculaire. La réglementation internationale, quand même. La réglementation internationale, nous, là, elle permet tout à fait ce qui se passe aujourd'hui. Oui, mais ça peut être qualifié de crime d'écocide, ce dont vous parlez sur l'article russe. Sur le permafrost. Là, si vous voulez, on a un débat qui je dis pas que c'est facile. Non, mais il n'y a aucun problème. Je trouve que c'est un sujet intéressant. Mais là, je voudrais que nous, on présente une vision qui est peut-être un peu éloignée de ce que des fois on peut entendre. C'est nous, on pense que sur cette question-là, de l'urgence climatique, il y a bien sûr ce que vous faites à l'échelle nationale, et après, il y a qu'est-ce qu'on fait à l'échelle internationale. Et c'est dans le programme présent de manière très forte, nous on considère qu'à l'échelle internationale, soit on est dans le cadre qui est aujourd'hui le cadre des grands sommets sur le climat, etc. En gros, qui est le cadre des engagements volontaires. Chaque pays dit je vais faire ci, je vais faire ça, qui ne sont pas contraignants, et il n'y a pas de droit international dessus. Vous le faites pas, vous n'êtes pas sanctionné, vous n'avez pas rempli vos objectifs, c'est pas grave. Condamné, voilà. On s'en fout. On s'en fiche. Soit on pousse pour créer de la réglementation du droit international contraignant avec un tribunal international sur les crimes d'écocide. Cour pénale internationale de la Haye, par exemple, avec ce genre de dispositif. Voilà, un dispositif international qui sanctionne les crimes d'écocide, qui permet, parce que sinon on est limité dans notre impact. On peut parler que de ce qui se passe en France, ou alors après il faudrait dire à Total, la partie de l'énergie que vous utilisez là-bas vient pas chez nous. Société française, c'est pour ça que je me pose la question. Il faut qu'elle soit sanctionnée si elle le fait. Voilà, mais juste pour que les choses soient claires, et vraiment ça, j'ai compris qu'on est pressé. Mais juste, il y a ce qu'il faut faire pendant la guerre,
guerre et on ne peut pas régler à travers la guerre tous les problèmes qu'on a avec Total. On a plein de problèmes, mais je pense qu'il faut d'abord dire qu'est-ce qu'on fait sur la guerre pour que ça ne contribue pas à, en gros, financer l'action militaire en Ukraine. Et après, il y a qu'est-ce qu'on fait globalement avec les problèmes avec Total et les pétroliers. Et malheureusement, les problèmes ne se concentrent pas que sur la Russie, par ailleurs. Hein. Non, un projet en Afrique qui est... On ne peut pas aborder tous les sujets à la fois. Oui. Petite question sur les énergies renouvelables et l'industrie, puisque vous avez présenté, je crois, hier de façon plus détaillée un plan sur le protectionnisme et notamment les relocalisations. Et justement, Jade a une question là-dessus en matière écologique. Alors une question, parce que donc vous l'avez dit à plusieurs reprises, 100% renouvelable en 2045-2050, vous disiez. En fait, l'un des problèmes en France, c'est qu'on a aujourd'hui quasiment plus d'appareils de production de sources d'énergie renouvelables qui ont été détruits ces 30 dernières années. On n'a pas le temps de refaire toute l'histoire, mais enfin voilà, il y a eu une destruction d'appareils industriels. Donc aujourd'hui, les panneaux photovoltaïques et les composants d'éoliennes, si on prend juste cet exemple, ils sont massivement importés en France et assemblés en différents endroits. Comment concilier l'objectif de 100% d'énergie renouvelable et la souveraineté énergétique quand on prend en compte cette dépendance donc à des composants étrangers? Et j'ajoute une petite question de temporalité. C'est si l'idée c'est de reconstruire une industrie des énergies renouvelables, un peu sur le modèle de Photowatt par exemple, qui est une des dernières entreprises qui a survécu à toute cette politique destructrice. Mais comment faire pour à la fois reconstruire une industrie des renouvelables et en même temps agir très vite? Puisqu'on sait que le GIEC nous dit, en gros, là, les 10 prochaines années sont décisives pour réduire les gaz à effet de serre. On vise de suivre, nous, le 6e scénario de RTE ou le scénario de Négawatt. Donc, réseau de transport d'électricité qui a fait des scénarios d'évolution du mix électrique. Pardon. Mais qui nous dit quand même, et c'est une agence gouvernementale, qui nous dit qu'on peut sortir du nucléaire. Parce que la question de la dépendance énergétique à l'international, elle se pose aussi pour le nucléaire. C'est une question qu'on aborde très peu, mais l'uranium, c'est pas dans le Marais Poitevin qu'on le trouve. Donc, ces questions se posent. Ensuite, la façon dont on va s'y prendre. Déjà, il faut qu'on consulte les gens. Parce que les sources d'énergie renouvelable, on le sait, ça va être un mix énergétique qui est plutôt complexe à mettre en œuvre selon les scénarios qu'on étudie. Mais par exemple, l'éolien offshore, Jean-Luc Mélenchon est allé visiter le seul prototype d'éolienne offshore flottant en mer, c'est-à-dire ceux qui sont les moins agressifs et qui n'imposent pas de couler des énormes dalles en béton, notamment au fond de l'océan. Il y en a une qui existe alors qu'il y en a 5000 en Europe. On sait qu'il y a un potentiel sur les énergies marines qui est très important. On sait qu'il y a un potentiel encore à développer de l'hydraulique, qui est déjà très bon en France, mais sur lequel malheureusement on a perdu la souveraineté. On était d'ailleurs allé visiter la Chem ensemble dans les Pyrénées sur cette question, et on sait que après, au sol, sur le territoire, les questions de photovoltaïque doivent être absolument repensées parce qu'ils doivent être mis sur des surfaces qui ne sont pas des surfaces agricoles qui seraient utilisables pour faire autrement. Donc sur les toitures, voilà, exactement, ou sur des friches polluées dont on ne pourrait malheureusement plus rien faire aujourd'hui. Et sur les questions de l'éolien, il va falloir de la concertation citoyenne parce que malheureusement, aujourd'hui, les projets sont imposés. Quand il y a des consultations publiques, généralement, on sait que c'est des vastes farces. Et donc nous, on veut organiser des débats publics dans toutes les communes parce qu'on sait qu'il va y avoir de la pédagogie et il y a un moment aussi où chacun va avoir à choisir et ensuite on aura un choix collectif à faire de planification au niveau du territoire. Est-ce que c'est le mini-réacteur à côté de chez vous ou est-ce que c'est l'éolienne qui peut imposer d'autres sortes de nuisances? Voilà. Donc pour répondre le plus rapidement possible à et sur l'importation du coup, est-ce qu'on favorise le Made in France? Il faut une filière. Au risque d'avoir un prix plus élevé ensuite pour les ménages ou pas? C'est comment que ça s'applique à d'autres industries et d'autres secteurs d'économie, évidemment. Par rapport à cette réflexion industrielle. Nécessairement, et sur ce sujet comme sur d'autres, nous on est pour la réindustrialisation, donc on est pour réintroduire, redévelopper des filières industrielles, donc ça veut dire, on en parlait dans la première partie, des formes de protection. Taxes kilométriques, ça veut dire... Aux frontières, forme de protection. Bien sûr. Aux frontières nationales ou européennes, si on arrive à les mettre en place. Et empêcher les délocalisations aussi, je crois. Pour l'instant, c'est difficile. Vous avez parlé hier... Mais nous, on n'exclue pas, pour répondre précisément à la question, on n'exclut pas sur certains produits, si on n'arrive pas à les mettre en place au niveau européen, qu'il y en ait aux frontières nationales. Une sorte de taxe carbone aux frontières, comme ça avait été évoqué. Non, on préfère que ce soit au niveau européen. Une question... Taxe carbone. Comment vous faites pour empêcher les délocalisations? C'est ce sur quoi tous les gouvernements se sont fracassés ces dernières années. Vous avez annoncé certaines mesures hier là-dessus. Vraiment, réellement, comment vous faites?
Il y a plusieurs mesures qu'il va falloir mettre en œuvre pour empêcher les délocalisations. Bon, nous, on veut... Bon, déjà, je rappelle ce qu'a dit Manuel sur la question de la planification. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, on le sait, et il va falloir associer les citoyens, associer les CCI, associer l'ADEME, associer de nombreuses agences qui existent aujourd'hui et qui font, qui ont le diagnostic du territoire, les entreprises du coin, savoir où sont les besoins, etc. Bon, une fois qu'on aura fait ce diagnostic, il faut injecter de l'argent public pour soutenir les entreprises dans un premier temps. On sait que dans un premier temps, ça nous coûtera de l'argent, mais ça coûtera toujours moins cher que des subventions pour des groupes qui finissent par abandonner les gens du coin et Vous parlez aussi de réquisition d'intérêt général en cas de délocalisation ou fermeture d'activité. Tout à fait. On parle aussi du fait qu'ils devront donner des garanties financières à la Banque de France avant d'aller faire des projets à l'étranger pour qu'on soit sûr et certain qu'ils ne comptent pas juste abandonner le territoire national. Donc oui, il y a une série d'outils qui sont des contraintes économiques qu'on assumera de mettre en place. Que vous mettrez en place. Bien sûr, et par la force, c'est-à-dire on a eu un exemple parfait, c'est pas très sympa pour les salariés, mais juste parfait dans le sens où il illustrait bien les choses, c'est Luxfer. Vous vous rappelez, les bouteilles d'oxygène, on était en plein pendant la crise Covid. Bon, bah là, c'est typiquement un secteur sur lequel, si à la fin ça part, c'est comme les médicaments, 90% des principes actifs qui sont produits aujourd'hui en Asie, bah vous dites, vous voulez partir, partez, mais nous on prend l'appareil de production et on le prend. S'il faut, on le met dans un pôle public. Ça, le pôle public du médicament, vous voulez créer, vous l'avez compris, réindustrialiser sur la question du médicament. Depuis le moment du Covid, c'était très problématique, même sur des médicaments de base. Comment on peut l'imposer aux laboratoires pharmaceutiques et aussi à la façon dont l'État fonctionne aujourd'hui avec les laboratoires pharmaceutiques? Je comprends pas la difficulté. Je sais pas. On a l'impression que c'est infaisable en tout cas. Je peux vous dire, je vous renvoie, on a fait un rapport au niveau européen sur comment on réimplante un secteur pharmaceutique en Europe et en France en particulier. Et c'est tout à fait possible de le faire. S'il y a des unités qui doivent partir, qui sont en cours de fermeture, on peut les réquisitionner, on les intègre à un pôle public du médicament. S'il faut construire de nouvelles unités, on construit de nouvelles unités. Et là aussi, ça rejoint le sujet qu'on avait tout à l'heure, on ne dit pas il n'y a plus d'industrie pharmaceutique privée, on dit il y a un pôle public du médicament et qui prend notamment les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, parce qu'aujourd'hui, non seulement il y a eu des problèmes pendant le Covid, mais ça n'a pas commencé au moment du Covid. Les ruptures d'approvisionnement sur un certain nombre de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, ça date de avant le Covid. Médicaments génériques, parce que vous n'avez pas sur les questions des brevets, comment vous faites? Bien sûr. Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a des génériques sur certains sujets. C'est du concret, ça. Bien sûr, mais après, casser des brevets, vous avez le droit de le faire aussi. Lever des brevets, vous avez le droit de le faire aussi. Si c'est un médicament d'intérêt thérapeutique majeur et qu'il est plus produit en France, vous avez tout à fait la possibilité de dire c'est licence d'office, on prend, parce que c'est important pour satisfaire les besoins de la population, et les besoins de la population, ils ne doivent pas être soumis, si vous voulez, aux injonctions et aux stratégies financières d'un certain nombre de grands groupes pharmaceutiques qui jouent la rareté, parce qu'elle va s'en mettre plein les poches sur le dos de celles et ceux qui ont besoin de ces médicaments. Donc vous avez des outils juridiques, et je ne dis pas que tout est facile, mais il ne faut pas faire comme si on ne pouvait rien faire. On peut faire des choses, on peut dire on réquisitionne une boîte quand elle part, on peut dire on favorise la reprise par les salariés quand c'est un secteur sur lequel c'est indispensable de le faire. On peut dire vous remboursez les aides parce que vous avez délocalisé alors que vous avez Bridgestone, la dernière fois c'était insupportable. Bon. Jusqu'à présent, on n'a jamais réussi à obtenir un remboursement d'aide. D'où le fait qu'il faut qu'il y ait une caution qui soit posée. Parce que dans ce cas-là, c'est pas on demande le remboursement, c'est on prend. Voilà, pour donner des exemples de ce qu'on pense qu'on peut faire. Jade, peut-être une question qui va intéresser les agriculteurs, quels qu'ils soient, la question de la souveraineté alimentaire et sortir de l'agrobusiness qui, alors vous dit, ça détruit tout dans votre programme, l'agrobusiness, c'est dit comme ça. Jade, peut-être une petite question là-dessus. Oui, alors c'était pas celle que j'avais préparée, mais j'enchaîne. Yannick Jadot dit dans sa première mesure, s'il est élu président, interdire les abattoirs industriels. Vous faites quoi sur ce sujet? Première mesure, alors l'exercice de la première mesure. Non, d'accord. Vous comprenez le geste symbolique. Mais sur le fond. La fin de l'élevage intensif, ça nous paraît indispecible. D'abord pour le modèle agricole. Abattoir industriel, pardon. Industriel. La question de l'élevage intensif, mais spécifiquement sur la question des abattoirs industriels. De manière générale, le modèle de l'élevage intensif,
Et ça concerne les abattoirs comme les unités de production, si j'utilise ce terme-là. C'est un modèle qui est insupportable et il faut tourner la page parce que c'est un modèle qui détruit. Quand on dit détruit tout, pourquoi ? Pour être très clair, c'est parce que ça détruit nos sols, ça détruit l'environnement, ça détruit la santé, et la santé en particulier des agricultrices et des agriculteurs, mais les gens qui vivent autour. Ça détruit, ou en tout cas ça génère une souffrance animale qui est insupportable. Et puis et une souffrance au travail pour les salariés des abattoirs. Donc on les ferme, ces abattoirs industriels, on les remplace par quoi ? Bon, vas-y. déjà, il y a un objectif de consommer moins de viande. Parce que sinon, toutes les solutions qu'on va pouvoir vous proposer paraissent un peu farfelues. Nous, on dit 50% de consommation de protéines animales en moins dans les prochaines années. Ouais. C'est un gros pas, mais on sait que c'est nécessaire parce que c'est une des sources d'émissions de gaz à effet de serre les plus importantes. Ça demande dans le même temps de pouvoir convertir notre agriculture à des cultures de protéines végétales, ce qui pour le moment est très peu développé, n'est pas du tout aidé par la PAC, etc. Et puis ensuite, pour la viande, avec la guerre en Ukraine, justement, sur l'approvisionnement. Tout à fait. Mais pour la viande, du coup, il y a des alternatives qui ont été travaillées par des associations, notamment l'abattage à la ferme, avec des abattoirs de plus petite taille, mobiles, qui se déplacent et qui arrivent en fait sur le lieu directement où les animaux ont été élevés, parce qu'on sait qu'au moins la question du transport qui est effectué dans des conditions atroces de durée, de chaleur, de proximité des animaux. En violation de la réglementation. Voilà, au moins ça c'est évité. Ça fait un traumatisme en moins, en gros, pour les bêtes. Voilà, pour répondre. Et le modèle qui est sous-jacent, si vous voulez, derrière, parce que qui dit gros abattoir, énorme abattoir, c'est souffrance humaine. Moi, je vous dis, je suis allé plusieurs fois devant l'abattoir de Blancafort, des suicides dont on ne parle jamais, mais les conditions de travail dans les abattoirs, c'est terrible, c'est atroce. Ça dit concentration, ça veut dire qu'on va chercher les bêtes le plus loin possible pour tout ramener sur le même abattoir, donc ça veut dire camions, nuisances, pollution, etc. Je veux dire, c'est un modèle qui est à bout de souffle, donc on peut changer de modèle de manière raisonnable. Ça ne veut pas dire demain on va tout fermer et si on peut s'éviter les débats sur ceux qui pensent qu'on va bien manger ou mal manger, franchement je pense que ce serait utile. Vous parlez de Fabien Roussel. Je trouve qu'on a caricaturé beaucoup dans cette campagne ce débat-là et à la fois on peut tout à fait dire qu'il faut mieux manger. Ça ne veut pas dire qu'on empêche les gens de manger ce qu'ils veulent. À la fois, on peut quand même se dire que la malbouffe, les maladies, l'obésité, le diabète, c'est pas des petits sujets. Ça frappe en particulier les catégories populaires. Je voulais pas ouvrir un nouveau sujet, mais ça a été très présent dans la campagne, ça me paraît important de dire que sur ce sujet, on peut peut-être avoir une position un peu équilibrée, quoi. Que les gens puissent bien sûr manger à leur faim, qu'ils puissent bien sûr manger des choses qu'ils ont envie de manger, mais en même temps, qu'on habitue, qu'on travaille, qu'on transforme nos habitudes alimentaires, c'est indispensable. Avec le levier de l'apéro tous les soirs, quoi. Avec le levier de la commande publique notamment, des cantines scolaires par ailleurs, voilà. On sait qu'il y a des capacités d'impulser aussi autre chose au niveau nutritionnel et des habitudes.